Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée sur Alizé. Notre invité ce midi est Ludovic Cancel, membre du bureau de l'ASA Guadeloupe. Avec lui, nous parlerons de la deuxième édition de la ronde régionale de Jarry, un rallye automobile qui se court à partir de cet après-midi dans les rues de la zone industrielle de Bémao. Jean-Claude Pioche est le nouveau président de l'Association des maires de Guadeloupe. Réunis en Assemblée générale extraordinaire ce matin à l'hôtel de ville de Pointe-à-Pitre, les maires de Guadeloupe ont donc désigné leur homologue de la commune de Désirade à la tête de l'association. Jean-Claude Pioche a été élu à l'unanimité des voix et devient le deuxième maire de Désirade à occuper ce poste après René Noël. Pour rappel, cette élection était devenue nécessaire suite au décès en avril dernier de Jean-Claude Lombion, ancien président de l'AMG. Le 23 octobre 2015, la région Guadeloupe inaugurait le troisième site de l'école de la deuxième chance dans la commune de Moule. Une inauguration en présence de Georges Paul-Angevin, ministre des Outre-mer, et de Victorin Lurel, ancien président de région. Ce matin, c'est le nouvel exécutif régional qui s'est rendu sur le site afin de constater de l'ampleur des interventions à mettre en œuvre pour le bon fonctionnement de cette école de la deuxième chance. Harry Chalus nous en dit plus, il est au micro de Muriel Barlagne. Nous pensons ouvrir cette école au mois de septembre. Il fallait faire le tour un peu parce qu'il y a encore des travaux qui ne sont pas finis. Nous avons été étonnés de voir une inauguration en grande pompe avant les élections du mois de décembre et on se rend compte actuellement que la cuisine n'est pas achevée, il y a encore plein de malfaçons. Et il fallait aussi rencontrer des agriculteurs concernant la plateforme qui se trouve juste derrière nous, qui a été conçue pour des parkings pour cette école. Donc trouver une solution pour pouvoir l'utiliser au mois de septembre avec les agriculteurs. Donc les choses avancent convenablement. Nous sommes venus ici avec le président de l'école de la deuxième chance, M. Courtois, et la directrice, de manière à faire le tour et voir un peu comment accélérer les choses pour qu'en septembre nous soyons opérationnels. Nous reviendrons sur cette visite dans notre édition de 19h. Les opposants au projet de rachat de la centrale géothermique de Bouillante par la société américaine Ormat Technologies poursuivent leurs actions. Hier, une délégation du collectif de défense du patrimoine géothermique de la Guadeloupe était reçue par le président de région afin de lui présenter leurs doléances. Reportage Anne-Elisabeth Arsène. Après leur assemblée générale visant à faire le point sur les actions déjà menées concernant le dossier de la centrale géothermique de Bouillante, le collectif a mandaté 4 membres pour une réunion à l'hôtel de région. Objectif, présenter au président Harry Chalus leurs doléances. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est que quelle que soit la réponse que nous donnera le président Chalus, il faudra que nous continuions à nous mobiliser avec lui, et aussi que la Guadeloupe tout entière se mobilise. C'est une manifestation qui nous permet d'exprimer notre volonté d'un nouveau modèle économique avec la participation de la population guadeloupéenne qui doit se sentir responsable de ses richesses et aussi capable d'utiliser ces richesses pour construire ensemble, entre Guadeloupéens, un nouveau modèle économique. À l'issue de cette première rencontre d'environ 1 heure, le président Harry Chalus souhaite étudier le dossier plus en détail avant de se prononcer et prévoit très prochainement une réunion de travail avec d'autres acteurs, dont des élus et EDF notamment. Le collectif, quant à lui, considère que cette centrale géothermique est un bien commun et que de ce fait, elle doit rester dans le domaine public. La centrale coûte 52 millions d'euros. Donc si nous disons que la région doit être, quand dit la région, les Guadeloupéens doivent être majoritaires dans le capital, ça ne veut pas dire qu'il faut 52 millions. Ça veut dire qu'il faut peut-être la moitié. Donc nous pensons que c'est un objectif qui est à la portée de la Guadeloupe, d'autant plus qu'il y a des fonds disponibles sur le marché. Vous avez la banque d'investissement, vous avez des fonds européens, vous avez d'autres fonds qui peuvent permettre d'avoir la maîtrise de cette énergie. Après les meetings, les distributions de tracts et la mise à disposition d'informations sur les réseaux sociaux, le collectif de la centrale de Bouillante continue donc d'alerter les pouvoirs publics sur leur volonté de revenir sur cet accord validé par l'État sous l'égide de Ségolène Royal et Emmanuel Macron, qui validaient alors la transaction américaine.
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, le BTP se porte mal et ses représentants ont décidé de se faire entendre. Hier, ils étaient réunis au complexe WTC de Jarry pour faire entendre leurs souffrances, mais aussi montrer les crocs. Muriel Barlagne s'est frayé un chemin entre les camions et les tractopelles pour nous rendre compte de cette réunion interrégionale. Les professionnels du BTP sont venus avec leurs engins de chantier à la réunion qui se tenait au complexe World Trade Center, ce qui n'a pas manqué de ralentir la circulation en direction de Jarry en début de matinée. Une réunion pour faire le point sur l'état de la profession en Guadeloupe, Martinique, Guyane et la Réunion, où la souffrance est sensiblement la même. Les représentants du secteur dans ces 4 régions ont décidé d'unir leurs forces pour se faire enfin entendre des pouvoirs publics. Plusieurs propositions seront présentées au gouvernement pour sortir de la crise. La réponse urgente, et nous avons rencontré le président de la collectivité régionale, c'est de pouvoir payer. Pour le si peu d'activités que nous avons, d'être payés, parce que ça fait des mois et des mois que nous ne sommes pas payés. Pour ne rien vous cacher, depuis le mois de novembre, nos entreprises n'ont pas été payées. Et elles continuent de travailler toujours. Et il faut faire face à nos obligations. Donc l'urgence pour nous, c'est déjà d'être payés de ce qu'on nous doit et de voir au niveau de la relance économique, voir quels sont les projets qu'on pourrait mettre en place. Délai de paiement trop long, baisse de la commande publique, fermeture d'entreprises. Le tableau dressé par les représentants du secteur est plutôt sombre. Alors, le BTP en Guyane connaît 2 difficultés importantes. D'abord, c'est des très gros retards de paiement des collectivités locales. Certaines mairies sont en très grande difficulté, des difficultés structurelles, qui ne sont pas que des difficultés de gestion, mais aussi. Et donc il y a des retards de 6, 1 an, 2 ans. Et la deuxième grande problématique, c'est le démarrage du contrat plan État-région, du fait de l'élection de la nouvelle Assemblée unique, la CTG. Ça a mis du retard dans le système et on a presque plus de 2 ans et demi de retard sur le développement du contrat plan État-région. La situation de la Martinique est encore plus catastrophique que celle des autres départements. Depuis, la situation a commencé à décliner depuis 2009. Depuis 2009, nous avons tiré la sonnette d'alarme. Entre 2009 et 2012, nous avons eu 30%, je dirais 30% d'effectifs en moins, d'activités en moins. Nous avons pensé réellement que nous avons touché le fond. Aujourd'hui, nous nous apercevons que nous n'étions pas dans le juste parce que nous sommes descendus encore plus bas. Depuis 2008, nous avons perdu 10 000 salariés. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, la technocratie, malheureusement, entre BSI et le ministère de l'Outre-mer, ne font qu'aggraver cette situation. Nous avons des agréments fiscaux aujourd'hui qui ne sont pas donnés et qui retardent les projets, les chantiers. Et quand vous avez 10 000 salariés sur le carreau, c'est quand même 10 000 familles qui sont en souffrance. Psychologiquement, l'employeur se retrouve séparé de son salarié. Il est déjà en souffrance et se retrouver effectivement à voir son salarié effectivement dans cette souffrance n'a jamais été une très bonne chose. Malgré un malaise grandissant, ces professionnels ne comptent pas durcir le mouvement dans les prochains jours. Ils sont plutôt dans une phase de concertation avec tous les acteurs, considérés comme des partenaires. Nous ne manquerons pas de revenir sur la mobilisation de ces acteurs du BTP. Information pratique à l'attention des usagers de la route qui circuleront entre Bémao et Pointe-à-Pitre ce week-end. Sachez que depuis midi, les équipes de route de Guadeloupe ont entamé des travaux de réparation des joints et du revêtement routier du pont de la Gabarre. Conséquence, la chaussée est fermée dans le sens Pointe-à-Pitre-Bémao. La circulation se fait à double sens de l'autre côté du pont de la chaussée dans le sens Bémao-Pointe-à-Pitre. Ces travaux sont prévus de s'achever lundi matin. En attendant, les usagers sont invités à préférer la route de l'Alliance pour leur déplacement. Afin de recenser les dysfonctionnements sur le réseau en eau de la commune de Capesterre-Belle-Eau, la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes, la municipalité et le comité de l'eau annonçaient le 25 juin dernier la mise en place d'une brigade de l'eau. Cette équipe serait chargée notamment de constater les irrégularités et sur les branchements des compteurs d'eau et d'en informer la CASBT. Marion Bordier et Florian Ajoula sont allés sur le terrain constater à la source la réalité de cette brigade. Contrairement à ce que laissait penser l'annonce faite le 25 avril dernier, la brigade de l'eau à Capesterre-Belle-Eau ne sera pas une équipe de terrain, mais une commission ad hoc. Sa mission ? Cerner les irrégularités en matière d'eau. Composée du maire de la commune, de la CASBT,
la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre, de 2 conseillers municipaux et du comité de l'eau. Elle devrait se consacrer à cette tâche pendant 3 mois. Le rôle de cette commission, c'est de faire une photographie des problèmes de Capesterre, des problèmes d'eau à Capesterre. Je parle des problèmes d'eau, de la facturation, des problèmes de compteurs, des problèmes de compteurs bloqués. Sur la commune, le manque d'eau et les coupures sont constants. Beaucoup de compteurs ont été bloqués depuis plusieurs années et les factures non payées s'accumulent. Regardez le nombre de personnes qui, avec le SIAG et Général des Eaux et le silence de la préfecture, ne paient pas de l'eau. Regardez, 0, 0, 0. Et il y en a des tonnes. Par le silence incompréhensible de la préfecture, nous avons perdu 8 millions de recettes de l'eau. Mais beaucoup de consommateurs dénoncent des coupures d'eau courantes et réclament des factures à la hauteur du service. D'autres refusent de régler des factures datant de 2012-2013 et estiment être dans leurs droits, puisque selon l'article 15 de la Générale des Eaux, lorsqu'un compteur n'est pas relevé pendant 1 an, le contrat devient caduc. Le SIAG nous réclame des factures de 2012-2013, des compteurs qui n'ont pas été relevés, des compteurs parfois qui ont été bloqués depuis 2012. Ce n'est pas la faute des capestériens si la Générale des Eaux ou le SIAG n'a pas fait son travail. Afin de tenter de régler ces problèmes, un paiement forfaitaire de 120 mètres cubes d'eau par mois avait été proposé en 2015, mais il n'avait finalement pas été retenu. Cette commission de l'eau est une autre alternative. Ses membres devraient se rencontrer dans 1 mois afin de faire le point. En général, il ne doit pas y avoir de manquement, quel que soit l'usager, à partir du moment que c'est un consommateur d'eau, et c'est nécessaire pour la vie et pour la santé de tout un chacun. Donc on est obligé de savoir ce qui se passe, parce que trop souvent, l'usager n'a pas d'eau. Il faut savoir pour quelle raison. Est-ce que c'est un manque d'eau sur le réseau? Est-ce que c'est un réseau qui est vétuste, qui n'amène pas de l'eau chez l'usager? Ou est-ce que c'est un compteur défectué et qui pollue la nature de l'eau? Ou est-ce que c'est l'usager en elle-même qui a un souci majeur? Pas de brigade sur le terrain, mais un dispositif destiné à recenser les irrégularités en matière d'eau. Partons maintenant pour un tour d'horizon de l'actualité dans la Grande Caraïbe. Nous irons en Argentine, où c'est au tour de l'ancienne présidente Cristina Kirchner de faire face à des accusations de corruption. Mais direction pour débuter la Colombie. C'est votre rendez-vous Caraïbe. Ingrid Betancourt, ex-otage de la guérilla des forces armées révolutionnaires, a appelé la Colombie à promouvoir la réconciliation et le pardon après plus d'un demi-siècle de conflit armé. Dans son discours, elle a plusieurs fois dû s'interrompre sous le coup de l'émotion. Ingrid Betancourt a rappelé quelques-unes des expériences vécues durant ces 6 années de captivité aux mains des FARC, engagées aujourd'hui dans la dernière ligne droite de pourparlers de paix avec le gouvernement du président Juan Manuel Santos. L'ancienne parlementaire colombienne, également de nationalité française, avait été enlevée en 2002 alors qu'elle était candidate du parti écologiste Oxygeno à l'élection présidentielle. Elle a été libérée en 2008 à grand renfort médiatique. Ingrid Betancourt partage qu'il n'y a rien de plus fort que le pardon pour arrêter la déshumanisation qui affecte tous les Colombiens après plus de 50 ans de guerre interne. À propos du processus de paix avec les FARC, Ingrid Betancourt, revenue rarement en Colombie depuis 2008, a estimé que les ambitions de justice de la société civile et de sécurité juridique de la guérilla étaient compatibles. Le vice-président des États-Unis, Joe Biden, a présidé un sommet important à Washington sur l'énergie des Caraïbes, réunissant les chefs de gouvernement et les ministres de l'énergie de la région. C'est le 2e grand sommet énergétique des Caraïbes, après celui déjà tenu par Joe Biden l'an dernier et présidé par le président Barack Obama, un sommet qui avait débouché sur la création d'un groupe de travail visant à diminuer la vulnérabilité des pays de la Caraïbe face aux fluctuations de l'énergie sur les marchés mondiaux. Mais la transition énergétique coûte cher. Les premières estimations font apparaître un budget nécessaire de 20 milliards de dollars au cours des 5 à 10 années à venir. Les États-Unis ont décidé d'intervenir en partie sur ce financement avec le soutien de la Banque interaméricaine de développement et la Banque mondiale, ainsi que des partenaires publics et privés.
Aruba a été cité en exemple pour avoir réussi à mettre en place une énergie propre à 100% sur l'ensemble de l'île. L'ex-présidente péroniste, Cristina Fernandez Kirchner, est mise en cause dans plusieurs affaires de corruption, de détournement de fonds publics et de blanchiment. Elle se dit victime d'une persécution juridique et politique et accuse un groupe de magistrats d'avoir formé un parti judiciaire pour l'attaquer, elle et son entourage. Pour la première fois, elle est visée personnellement avec son fils Maximo dans une enquête ouverte à la demande de la députée de centre-gauche Margarita Stolberg qui les accuse d'enrichissement. Selon les médias argentins, la justice fait vendre plus de journaux que de la politique. Juges et procureurs sont les nouvelles stars des médias, révélant quotidiennement des affaires de détournement de fonds publics, de blanchiment d'argent et de sociétés offshore qui impliquent les responsables politiques, alors que les citoyens pâtissent d'une inflation galopante, de hausses mirobolantes jusqu'à plus 700% des tarifs des services publics et d'une vague sans précédent de licenciements. On passe au sport avec le tournoi Guy Margois de basket et cette belle entrée en matière pour l'Étoile de l'Ouest hier soir. Les champions en titre de Guadeloupe ont très largement dominé les Guyanais de la SC Tours sur le score de 79-58. S'ils veulent être sacrés champions des Antilles comme l'USR l'an dernier, les Pointe-Noiriens devront se défaire ce soir au Palais des Sports Paul Chanchon des Martiniquais du Golden Lion. Place au football maintenant avec la 25e et avant-dernière journée du championnat de division honneur. Comme vous pouvez le constater sur le tableau qui s'affiche à l'écran, tous les matchs se joueront à partir de 16h cet après-midi. On suivra avec une attention toute particulière la rencontre de l'USR contre l'AOG qui devrait très certainement être celle du sacre pour les valeureux Saint-Rosiens. Et puis concernant les équipes menacées de relégation, il y a ce Red Star SS qui rappellera bien des souvenirs aux plus anciens d'entre nous. Parlons sport toujours, mais changeons de surface. Laissons le gazon du terrain de foot pour l'asphalte et un terrain de jeu beaucoup plus grand. Éric Pommier nous emmène à la rencontre d'un pilote automobile prometteur, Nicolas Joseph. Fini l'époque de la Peugeot 206 du groupe F2000. Désormais, Nicolas Joseph du team 971 sera au volant de cette Renault Clio du groupe N ex-Olivier Devin. Un choix de cœur certes, mais surtout une décision stratégique. Oui, je pense que c'est ce qu'il nous fallait. Une auto avant tout fiable, très performante et qui de plus s'inscrit dans un groupe très concurrentiel, la classe également. Donc voilà, je trouve que c'est une évolution logique. Plus de 180 chevaux sous le capot, cette Clio Ragnotti est une auto de course saine. Elle permettra au pilote de nouveaux challenges au sein de plateaux particulièrement musclés cette année. Mais le pilote devra prendre de nouvelles marques. De la 206 à la Clio, il y a quand même quelques sérieux changements. Le pilote devra s'adapter. C'est différent, c'est vraiment différent. Ça reste de traction, oui, mais le comportement n'est pas le même. C'est pas pareil en suspension, c'est pas pareil en moteur, ni en freinage. Bon, après, pas de précipitation, on va y aller au fur et à mesure. L'étape logique, si on veut progresser, c'est d'aller à la bagarre. Et ça me plaît, oui. Dès ce soir, le pilote prendra la mesure de sa nouvelle monture sous la ronde nationale de Jarry. Un rallye très rapide. Nicolas Joseph sera vite dans le bain. Mais l'épreuve pour le pilote s'annonce avant tout comme une bonne mise en jambe pour le rallye des Grands Fonds à venir en juin. Une épreuve que le pilote affectionne particulièrement. Il y a effectué ses premiers tours de roue sur la 206. C'était en 2013. Nicolas Joseph a hâte d'en découdre et cette fois sur une auto qui devrait lui permettre d'envisager plus sereinement les saisons à venir. La deuxième édition de la ronde régionale de Jarry BMW Motorsport 2016 se déroule aujourd'hui et demain, organisée par l'Association sportive automobile de Guadeloupe. Notre invité est Ludovic Cancel, membre du bureau de la ZAG. Bonjour. Bonjour Nick. Vous êtes là pour nous parler de cette compétition, mais avant on vient de voir le portrait de Nicolas Joseph. L'avenir du sport automobile en Guadeloupe passe par ces nouveaux pilotes, par ces jeunes ? Absolument, ce sont des pilotes qui sont à la fois efficaces et fiables, puisqu'ils sortent très peu souvent de la route. Et puis, ils évoluent sous des petites autos et malgré tout, ils arrivent à faire des bons chronos.
Donc on peut valablement dire que ils représentent l'avenir de la discipline. Ils seront confrontés, cet équipage sera confronté ce soir avec 18 autres équipages pour cette course en plein cœur de Jarry. Pourquoi un rallye automobile en plein cœur de Jarry ? En fait, il y a plusieurs raisons à cela. La ZAG a souhaité faire ce rallye à Jarry puisque c'est une position centrale. Et puis, c'est vrai que d'habitude, on a plus l'habitude de parcourir les artères de Jarry à basse vitesse. Et là, c'est vrai que ça représente une originalité. Et puis, pour le public, c'est très intéressant aussi, puisque sur une zone géographique très resserrée, ils peuvent avoir plusieurs points de vue pour admirer le spectacle. Alors je suppose que c'est avant tout ça la particularité, c'est le fait de permettre au public justement de voir autrement une course automobile, mais quelle est la particularité pour les pilotes de s'exercer dans un terrain comme celui de Jarry ? D'accord. La particularité, c'est pour les pilotes, c'est que c'est un rallye sprint. C'est un rallye qui permet de se mettre en jambe également, puisque c'est le premier rallye de la saison. Un rallye court, et puis un rallye surtout qui permet de tester aussi les capacités de leur voiture, puisque là, c'est le premier rallye de la saison, donc on peut avoir des vitesses de pointe très élevées, puisque c'est une succession d'artères à prendre après avec des angles à 90, donc à la fois tester si le moteur fonctionne correctement et puis si le freinage est au point aussi. Alors le spectacle risque d'être au rendez-vous à partir de 17h puisque c'est l'heure de départ de ce rallye cet après-midi. Les vérifications techniques vont commencer tout à l'heure à 13h30. 44 km 500, 44 km 550 précisément, 2 étapes et 5 sections, 8 épreuves spéciales pour un total de 35 km, 19 pilotes, 20 au départ, 19 pilotes engagés pour ce rallye. Oui, c'est ça, 19 pilotes engagés. Malheureusement, nous avons enregistré le forfait d'un des prétendants à la victoire, en la personne de Pierre Nègre, qui courait avec Jean-Louis Saint-André. Mais le spectacle sera quand même là, puisqu'il y a encore les autres, notamment Pradel, qui effectue son retour au rallye, puisque depuis 2 saisons déjà, il vient faire quelques piges, on va dire, en course de côte. Là, il revient avec une voiture capable de gagner. Il y a Edmond Bicky également, Stéphane Nègre, le fils de Pierre Nègre, voilà, qui court avec son frère. Et puis, il y a aussi le retour de Philippe Ninou avec la Peugeot 207, une nouvelle Peugeot 207 S2000. Et puis, tous les autres, on a vu le reportage tout à l'heure avec Nicolas Joseph sur une nouvelle voiture. Donc, dans tous les groupes, à la fois le groupe A, le groupe N, le groupe F2000, il y aura de la bagarre. Quels sont les enjeux ? Les enjeux, c'est déjà d'arriver à se jauger, puisque les pilotes, s'ils prennent part à un championnat, c'est pour avoir le meilleur classement possible. C'est de voir effectivement qui est prêt et puis afficher clairement les ambitions pour le championnat. Alors, c'est la 2e édition, on le disait, de cette ronde régionale de Jarry. La première, c'était en 2015. Oui. Quel était le bilan de cette première édition? Et est-ce que vous attendez à un public peut-être encore plus nombreux pour aujourd'hui? Alors, le bilan de la première édition est positif, puisqu'on a eu les retombées sportives, les retombées médiatiques. Les pilotes étaient satisfaits, le public présent en masse. Donc, on attend au moins autant de spectateurs cette année, d'autant qu'il y a un plateau qui est encore plus intéressant que l'année dernière. Nous avons aussi un invité de la Martinique, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, en la personne d'Emmanuel Dumas. Et puis cette année, le parcours sera encore plus rapide, puisque l'année dernière, les grandes lignes droites étaient entrecoupées par des chicanes. Cette année, pas de chicanes, et je pense qu'à plusieurs reprises, les meilleures voitures atteindront des vitesses au-delà de 200 km/h. Donc, un petit rappel, j'en profite, Ronnie, pour le public, respecter les zones de sécurité, respecter donc les consignes données par les différents signaleurs, tous bénévoles de la ZAG. Vérification technique, on l'a dit, à partir de 13h30 à BCA. Oui. Le public, dès ce moment-là, peut rencontrer éventuellement les pilotes. Sinon, le départ est à 17h, oui. Chez OBA. Les vérifications techniques chez OBA. Et le départ, voilà. devant BCA. Pour ce qui est du départ dimanche, parc fermé, 8h45. Le terme, a priori, dimanche vers 13h. Oui.
et la remise des prix à 14h30 pour cette compétition. Bien évidemment, Éric Pommier reviendra en détail sur cette compétition. Ludovic, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je vous en prie. Et bonne course. Merci. On revient, et pour terminer notre journal, on va faire un détour par Cap Excellence en théâtre, dont la 5e édition se poursuit jusqu'à demain dimanche dans les communes de Bémao, de Pointe-à-Pitre et des Abîmes. C'est dans cette dernière commune que nous emmène Muriel Barlagne à la rencontre des acteurs de la compagnie Théâtre de la Rue en représentation ce soir au Bic du Bourg des Abîmes. C'est une création atypique à bien des niveaux que propose la compagnie Théâtre de la Ruche dans le cadre du festival Cap Excellence en théâtre. Embouteillage Guyane est un diptyque, une œuvre qui rassemble 2 pièces distinctes, dont une pensée pour le jeune public, N'enfant en voiture. Il s'agit d'une adaptation de Vogue la baleine, texte de Valérie Goma et Delphine Lescuyer. Apparemment, ça serait des personnages dans un squat qui, en attendant d'être délogés par la police, se racontent des histoires, et des histoires de mer. Mais lorsque nous étions en résidence dans les communes, on nous a demandé si on pouvait aussi faire une création spéciale jeune public. On avait ce texte qui avait eu un prix d'ailleurs, un texte en parole ici, qui avait été reconnu, qui avait été mis en espace. Et on l'a retravaillé pour l'espace avec les 6 artistes. Il y a Joe, le musicien, qui est en train de répéter, là, qu'on va peut-être regarder. Et puis 5 autres artistes qui sont à la fois danseurs, musiciens, et puis des comédiens, bien sûr. Faites-vous ce cadeau? C'est qu'1 euro, brinco brinco, c'est rigolo. Une scène est jouée en plein air, le reste dans un espace clos en bifrontal. Un lieu intimiste où le public est très proche des acteurs. La musique fait partie intégrante du spectacle. Je vais vous chanter une petite chanson qui intervient dans le spectacle N'enfant en voiture. C'est un moment précis où il y a quelqu'un qui cherche un travail. Donc elle est un peu perdue et je vais lui répondre en chanson. Donc un peu froidement et un peu durement. N'enfant, n'écoutez pas tout ce que vous disent les grandes personnes, car nul n'est non fait en sa nation. Préférez la natation à la nation. La nage au large la nuit. L'ensemble Embouteillage Guyane et N'enfant en voiture sera produit ce samedi à partir de 17h au Bic des Abîmes. Une pièce où l'on rit sans se priver d'aborder des sujets de société sensibles. Rendez-vous donc cet après-midi, en fin d'après-midi, donc au Bic qui se trouve dans le bourg des Abîmes. Un point sur la météo pour aujourd'hui. Un très très beau soleil sur les îles du Sud, sur la Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, et un temps relativement beau sur le reste de la Guadeloupe. C'est le programme de cet après-midi. Mais pour ceux qui ne souhaitent pas mettre le nez dehors, restez devant votre petit écran. Dans un instant, l'actualité nationale et internationale. Et en fin d'après-midi, direction la Caraïbe avec Caraïbe Hebdo et Focus Caraïbe, votre rendez-vous hebdomadaire présenté par Caroline Romney. Je vous souhaite bon appétit, passez une bonne journée avec Alizé Guadeloupe. Je vous donne rendez-vous ce soir 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale.